Ce qui est très clair, c'est qu'en l'état actuel des choses, il peut être légèrement dangereux, mais si on se dote d'équipements de navigation suffisants, normalement cet aéroport est tout à fait raisonnablement sûr. De toute manière, il y a beaucoup d'aéroports qui survolent des villes, survolent des villes. En plus, il y a une autre chose, c'est qu'il pourrait y avoir la création d'une piste dans le sens est-ouest pour réduire le survol de Nantes, qui serait en fait un projet beaucoup moins coûteux que de transporter l'aéroport d'un endroit à l'autre. Troisième argument, c'est le bruit. Alors, c'est vrai que l'aéroport il a quand même 50 ans et qu'il y a eu beaucoup de construction autour, et c'est un problème effectivement pour les riverains. Il y a toujours du bruit autour d'un aéroport, et le problème c'est que les aéroports attirent généralement aussi l'activité économique et les maisons. Effectivement, le projet de Notre-Dame-des-Landes, c'est 500 millions, dont 200 millions de subventions de l'État, et 3,5 milliards potentiellement de routes et de liaisons ferroviaires. L'emplacement de Notre-Dame-des-Landes, ils vont détruire environ une zone de bocage. Autre chose, Notre-Dame-des-Landes, sa construction détruirait une zone humide. Ces arguments sont d'autant plus recevables et plus forts vu l'inutilité de Notre-Dame-des-Landes, comme on l'a vu, tant pour le trafic aérien que pour les autres sujets. Mais il est non seulement inutile, mais en plus il est complètement stupide, ce projet. Pourquoi? Je l'ai repéré d'ailleurs dans votre journal, je crois, Ouest France et dans d'autres. Il y a très peu d'informations sur le sujet, mais il y a quand même une usine d'Airbus avec 2000 salariés à Nantes. Donc il y a une usine importante et qui est près de l'aéroport, et d'après ce qu'on sait, elle reçoit ses pièces par l'aéroport. Et d'après toutes les enquêtes des journalistes, parce que les gens d'Airbus n'ont pas fait un rapport dessus pour le public, c'est beaucoup plus simple de les transporter par l'aéroport que par la route ou par bateau. Donc ces pièces-là, qui arrivent par avion géant, font que l'aéroport Nantes-Atlantique devrait continuer à être utilisé pour que Airbus puisse continuer à vivre, le site d'Airbus puisse continuer à vivre. Donc c'est pas un aéroport, c'est deux aéroports, normalement, qu'on aura. Donc là, en termes de coûts, en plus, ça pose un problème parce que ça va augmenter les coûts de Airbus qui va devoir payer lui-même toute l'exploitation de la piste pour lui de Nantes-Atlantique, à moins que la région le sponsorise pour pas qu'il parte. Donc ça pose un vrai problème. Donc pour moi, Notre-Dame-des-Landes, c'est autant une aberration écologique qu'une aberration économique. Et c'est un symbole de politique du passé qui sont contraires à l'intérêt général, avec en plus des conflits d'intérêts, puisque le préfet qui a supervisé tout ça est passé chez Vinci juste avant que le projet soit accepté, quand tout était en place. Donc, donc voilà ce que je voulais vous dire sur les sujets écologiques et économiques autour de Notre-Dame-des-Landes, et je passe la parole à M. Pascal Gana. Merci. Tout d'abord, oui, excusez ce retard, j'arrive du Mans, donc c'est toujours lié aux difficultés, enfin, à la longueur des communications. Donc moi, je ne voudrais pas trop insister sur les aspects les plus techniques, puisqu'ils vont être développés par les autres orateurs. En ce qui me concerne, en tant que tête de liste, je vais avoir une vision plus politique, liée à ce que nous mettons en avant, nous, dans notre campagne électorale, mon équipe et moi, à savoir l'idée d'une autre gouvernance. Et une chose, moi, qui m'a frappé, je dois vous dire que pendant très longtemps, j'ai cru à la nécessité de Notre-Dame-des-Landes. Et lorsque je me suis penché sur la question, je me suis rendu compte, cela sera développé successivement par les uns et les autres, que cet équipement était inutile, coûteux, voire même ruineux pour la région. Et la question que je me suis posée, c'est comment a-t-on pu arriver à une forme de consensus entre le PS et les Républicains, entre ce qu'on appelle la droite des gouvernements, bien abusivement d'ailleurs à nos yeux. Comment a-t-on pu arriver à ce consensus qui me semble extrêmement artificiel et reposant sur des données politiquement extrêmement contestables? Tout d'abord, nous avons le sentiment qu'il n'y a pas eu un vrai débat avec les vraies données, à la fois techniques, écologiques et financières. Et moi, je suis très étonné de voir que sur un sujet de ce type, qui engage la région, les départements, voire même deux régions, plus l'État, voire même des crédits européens, il n'y ait pas eu ce que nous appelons de nos voeux toujours au Front National,
à savoir un référendum. C'est donc déjà un élément d'une autre gouvernance. Nous pensons que sur des équipements de ce type, un référendum régional aurait été nécessaire. Il aurait suscité un vrai débat démocratique et non pas un débat technocratique ou simplement médiatique. Moi j'ai l'impression que pour l'instant le débat n'a pas eu lieu et mon intention, moi en tant que tête de liste, c'est de faire en sorte que ce débat ait enfin vraiment lieu sur des données précises, concrètes, financières, techniques, de telle sorte qu'on puisse mettre en avant les vrais aspects du problème. Personnellement, en tant que responsable politique, et pour quitter les aspects les plus techniques, qui seront développés, donc, comme je viens de le dire, par d'autres orateurs, moi, il y a une chose qui m'a frappé, c'est l'inconscience budgétaire. Vous le savez, la puissance publique aujourd'hui, financièrement, est en crise, et ça n'est pas spécial à notre région. C'est-à-dire qu'on le voit bien, l'État se désengage au travers de la diminution des dotations. Pour l'instant, l'Europe tient, et là je parle sous le contrôle de Gilles Le Breton, notre député européen du Grand Ouest, pour l'instant, l'Europe arrive à tenir ses engagements, mais nous ne savons pas si cela durera. Car bien évidemment, si les États finissent par être en crise financière grave, forcément, cela aura une conséquence pour l'Europe, pour les finances de la communauté européenne. Donc, la première chose, c'est l'aspect financier. On nous a beaucoup dit que cela ne coûterait rien. On nous a dit, système d'investissement privé, Vinci a effectivement obligation de construire cet aéroport. On ne nous dit pas d'ailleurs que l'aérogare et la piste seront plus petites que l'aéroport existant. Et on ne nous dit pas non plus, à travers cette formule du BPE, que si vous voulez, on aura comment dirais-je, la nécessité pour les collectivités territoriales d'abonder en crédit les équipements inexistants, et à commencer l'allongement de la piste et l'agrandissement de l'aérogare construite par Vinci. Alors déjà là, pour nous, il y a un véritable problème que messieurs Clergeau et Retailleau ne souhaitent pas aborder, qu'ils le passent sous silence, ou alors qu'ils couvrent d'une espèce de voile obscur en nous disant que ce problème se résoudra par une sorte de miracle dont on ne voit pas très bien quels en sont les éléments. Il y a une chose aussi qui m'a semblé très mensongère, c'est l'enthousiasme de certains milieux économiques qui ont viré. Pendant longtemps, le MEDEF était opposé à ce projet, et puis il s'y est rallié. C'est assez étonnant, sur un argument très simple, cela va créer 3000 emplois. On ne sait pas exactement, on ne nous a jamais présenté la cartographie, si je puis dire, la structure de ces emplois. Nous pensons qu'il y aura énormément de sous-traitance, et donc le recours, comme toujours dans les grands chantiers, comme on l'a vu sur la LGV, c'est-à-dire le recours à des sous-traitants qui emploieront des travailleurs détachés. Autrement dit, les conséquences positives en termes d'emploi pour la région seront ténues. D'autre part, elles seront provisoires. On aura créé à peu près d'emplois sera finalement à terme détruit par l'alourdissement des charges et l'alourdissement des impôts, de la fiscalité pour les entreprises régionales. Autrement dit, ça sera un jeu à somme nulle, et voire même pire, parce que l'effet passager sera très vite effacé par des conséquences durables sur des décennies sur le plan budgétaire. Alors je passerai sur les détails, c'est-à-dire la rocade, les infrastructures ferroviaires qui ne sont pas prévues, qui ne sont absolument pas budgétées, au moins un second pont sur l'estuaire, dans la mesure où le sud de la région devra avoir accès à cet équipement. Il serait logique d'ailleurs d'en faire un autre à terme à l'est de Nantes. Et finalement, lorsque l'on regarde en essayant d'analyser les coûts d'ouvrages comparables, cette rocade, cette liaison ferroviaire, ces ponts, on s'aperçoit finalement qu'on est entre 3 et 4 milliards d'euros au minimum à terme. Or, nous le savons, notre région a un budget de d'1,6 milliard. Par conséquent, nous ne voyons pas très clairement où se trouve la ressource. Il y aurait également quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est le fait que
les habitants des autres zones de la région qui ne sont absolument pas concernés par cette installation ne sont pas du tout impliqués? Est-ce qu'on a demandé aux Mayennais, aux Sartois, aux habitants du Maine-et-Loire, en quoi ils sont concernés par cet équipement? Est-ce qu'on a posé la question de l'aéroport d'Angers? Est-ce qu'on a posé réellement la question de la liaison par rapport à Paris? Moi, ce que je constate, c'est que dans toute l'Europe, les grandes nations industrialisées ont moins d'aéroports que la France. Je pense particulièrement à l'Allemagne. Et je vois l'exemple espagnol où, pendant la grande période de la spéculation immobilière, chaque Generalitat a construit son aéroport. Aujourd'hui, ce sont autant de friches où poussent les herbes folles, avec des aérogares désertés qui tombent en ruine ou qui ne vont pas tarder à le devenir, et des aéroports qui n'ont servi à rien. Et moi, je crains très sincèrement que, faute d'avoir examiné la pérennité de l'existant, on sacrifie l'avenir de la région et toute possibilité d'investissement sur les structures ferroviaires, routières de la région, à un projet qui est une espèce de pyramide que s'élèvent conjointement messieurs Clergeau et Retailleau, pensant l'un et l'autre être président de la région, et qui se disent: je détiens ma pyramide du Louvre, ou ma grande bibliothèque, ou mon musée des arts premiers, je laisserai une trace dans l'histoire, sans expliquer aux habitants des Pays de la Loire que, bien évidemment, ce seront eux qui seront pénalisés les premiers. Voilà pourquoi, moi qui étais plutôt favorable, moi qui étais, évidemment, spontanément en tant qu'homme de droite, j'ai plutôt tendance à considérer l'agitation de gauche avec un regard extrêmement critique. Et je voyais bien que c'était les Verts, que c'était l'extrême gauche, souvent avec des méthodes d'ailleurs absolument inacceptables. Je pense aux zadistes, qui ont utilisé l'ultra-violence de l'ultra-gauche pour essayer de reculer les délais. Je m'étais dit, si une partie de la gauche est autant contre ce projet, c'est que d'une certaine façon, ce projet doit être bon. Mais si l'on va plus loin, parce que je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ce genre d'apparence. C'est une chose que M. Retailleau ne comprend pas dans mon attitude, il me le reproche très fréquemment. Moi, je n'ai pas d'a priori idéologique. En regardant les faits, en nous documentant, en rencontrant des acteurs, et nous allons avoir sur notre liste, par exemple, dans le Maine-et-Loire, un ancien pilote de ligne qui a souvent utilisé cet équipement de Nantes Atlantique et qui me dit qu'il est tout à fait possible de mieux sécuriser cet aéroport, tout d'abord en changeant l'approche, en évitant le survol de la ville de Nantes, qui évidemment a un côté anxiogène pour les Nantais, en faisant une boucle, ce qui se fait sur beaucoup d'aéroports dans le monde, en éventuellement agrandissant la piste ou en faisant une croisée avec l'existante, et que donc cet aérogare, cet aéroport, ces pistes, avec quelques aménagements techniques qui suivront l'évolution technique du vol aérien, est destiné à durer encore 20 ans. Donc toutes ces raisons font que finalement notre liste, après des débats techniques, en ayant consulté plusieurs associations, des syndicats de pilotes, des intervenants, des géographes, des économistes, eh bien, dont certains vont s'exprimer ou se sont déjà exprimés aujourd'hui, eh bien, nous en sommes arrivés à la conclusion que cet aéroport était une aberration et réellement un danger pour l'avenir de la région des Pays de la Loire. D'où le fait que nous sommes, nous, dans une opposition résolue. Il y a donc l'argument financier, l'argument technique, l'argument environnemental, l'argument démocratique. J'insiste beaucoup sur cet argument, je l'ai évoqué tout à l'heure. Comment se fait-il qu'on ait laissé l'opposition à la gauche et à l'extrême gauche à cette installation, alors qu'il existait au départ dans certains milieux patronaux, dans certains milieux économiques, un doute? Et par quelle opération de lobbying, par quelle opération, je dirais, d'influence, a-t-on réussi à rallier des milieux qui d'habitude sont prudents, des milieux qui d'habitude ont une capacité de prospective, de calcul de rentabilité, à un projet qui nous semble fou? Et je pense qu'il y a là quelque chose qui ressort tout à fait de la démocratie française, à savoir le poids de certaines entreprises sur les décideurs politiques. Et c'est pour nous une raison supplémentaire. Nous nous battons pour une restauration de la démocratie, et autant nous sommes contre certains lobbies de gauche,
certaines forces de gauche qui veulent confisquer la démocratie, pratiquer une forme de terrorisme intellectuel, par exemple, sur la liberté d'expression, autant nous pensons qu'il existe également ce qu'on appelait jadis le gros argent à d'autres époques, mais moi je préférais appeler des puissances financières qui utilisent la puissance publique en la privatisant. Et nous sommes là au cœur du débat, je pense, concernant le projet d'aéroport Grand Ouest de Notre-Dame-des-Landes. Nous pensons, nous, qu'il y a derrière tout ça une gigantesque opération du lobby du béton. Alors évidemment, dans deux zones, il y en a une dont on ne parle jamais, c'est l'actuel aéroport. Il est bien évident que si le trafic quitte cette zone, d'énormes surfaces de terrain, d'énormes superficies vont devenir habitables, vont pouvoir recevoir l'agrément de construction, d'habitation, de bureaux, d'hôtels, etc. Et que donc, il y a une merveilleuse opération immobilière pour certains lobbies du béton. C'est un aspect dont on ne parle jamais, mais qui est une évidence. Il y a également Notre-Dame-des-Landes. Après qu'on ait fait appel à la région, au département, peut-être à la région Bretagne, au département des Pays de la Loire, à la région des Pays de la Loire elle-même, on autorisera bien évidemment, et on nous expliquera que cela va avec le projet, la construction de centres d'affaires, en ayant été libérés des investissements les plus lourds qui auront été pris en charge par les contribuables. Et pourquoi ne pas équiper en bureaux des villes moyennes? Pourquoi ne pas construire des hôtels dans d'autres lieux? Moi, je regarde un aéroport que j'ai eu l'occasion souvent, pour des raisons familiales et professionnelles, de fréquenter. C'est celui de Genève. L'aéroport de Genève est coincé entre des chaînes de montagnes. Il y a un lac, le lac Léman. Il est tout à fait à la sortie de Genève. Il est d'une taille, l'emprise des terrains est plus petite que Nantes Atlantique, et pourtant il y a 15 millions, je crois, de voyageurs par an. Comment se fait-il qu'avec 7 millions, on nous explique qu'à Nantes, ça n'est pas possible? Et bon, moi je crois que l'explication, c'est qu'une partie de la classe politique s'est mise au service, à la remorque d'intérêts privés. Et je pense que messieurs Retailleau et Clergeau, je l'ai dit clairement, seront les VRP aujourd'hui du groupe Vinci. Et d'ailleurs, ils ont entraîné avec eux des hauts fonctionnaires, M. Murer le disait, ce préfet qui s'est retrouvé brusquement détaché à la tête d'une filiale du groupe Vinci. Je trouve assez extraordinaire de voir qu'on voit des hauts fonctionnaires passer du service public au service privé sans que cela pose apparemment de problème. Et je trouve encore plus étonnant de voir des élus qui théoriquement devraient défendre l'intérêt public, le bien commun, se faire les chantres d'une telle dérive. Et donc, nous le disons, nous le répétons, il y a réellement un grand mensonge, il y a réellement un danger très grave de confiscation de la démocratie dans les Pays de la Loire par des intérêts financiers privés qui détournent l'argent public à leur profit et qui veulent utiliser et en quelque sorte prendre en otage les contribuables de notre région pour réaliser des profits qui sont légitimes en soi. Le Front National n'a jamais été contre le profit privé, mais à condition que chacun prenne la part de ses investissements. Or finalement, que va-t-il se passer dans notre région? Les contribuables investiront et les entreprises privées toucheront les dividendes. Et entre les deux, eh bien, les habitants de la région Pays de la Loire regarderont passer les avions, si je puis dire, et verront se présenter au fil des décennies des feuilles d'impôts de plus en plus lourdes. Je pense que ça créera d'ailleurs un climat défavorable au milieu de l'entreprise et aux investissements à terme, sans parler que le temps que les grands équipements collectifs indispensables à cet équipement soient construits, quand on sait la longueur des procédures judiciaires, des procédures juridiques, des enquêtes publiques, etc., je pense qu'on construira d'abord l'aéroport et ensuite on mettra 10 ans à faire le reste. Et autrement dit, on aura détruit un équipement qui fonctionne, on n'aura pas essayé d'examiner les solutions pour l'améliorer. Au moment où l'agglomération devrait prendre une taille et, j'allais dire, bénéficier des équipements nécessaires à sa croissance, eh bien, on va au contraire la précipiter dans un non-sens et on va dans un espèce de chaos environnemental, dans un chaos sur le plan de la circulation des hommes et des marchandises. Et voilà pourquoi toutes ces raisons font que nous disons non, délibérément non, à l'équipement de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, je vous remercie.
non, parce que vous dites non à l'aéroport, mais non aussi à la présence des zadistes. Je suppose que même si l'aéroport ne se fait pas, vous souhaitez l'évacuation de... Oui, oui, parce que je parle sous le contrôle du professeur de droit public, mais il est évident qu'il est inadmissible que les zadistes se comportent de la manière et selon les méthodes qu'ils ont adoptées, avec une violence et une forme de terreur physique exercée sur toute une zone, sans que l'État n'ait la capacité de résoudre ce problème. C'est quand même assez incroyable que quelques dizaines, voire quelques centaines à certains moments, d'excités, d'extrémistes, ce sont les mêmes d'ailleurs qui ensuite saccagent le centre de Nantes. Le centre de Nantes a été saccagé à plusieurs reprises ces 15 dernières années par le même genre de public, c'est-à-dire des marginaux qui profitent d'un problème pour s'en réclamer, pour s'installer en quelque sorte, pour donner une coloration politique à ce qui n'est qu'une marginalité violente. Et nous qui faisons souvent d'ailleurs, particulièrement les zadistes ont essayé de menacer notre colloque d'aujourd'hui, et nous voyons bien qu'ils ne sont pas dans le débat. Ils nous auraient écrit ou ils se seraient adressés à nous en nous disant « Nous souhaitons prendre la parole aujourd'hui, un représentant souhaite être présent parmi vous ». Je pense que nous l'aurions accepté. Mais bien évidemment, ça n'a pas été le cas. Donc moi je pense que les zadistes doivent être, et là-dessus M. Retailleau a parfaitement raison, c'est la loi, c'est pas M. Retailleau qui a raison, c'est la loi. Le Premier ministre a manifesté plusieurs fois son intention d'évacuer la ZAD, en disant que toutes les procédures étaient quasiment terminées. Le chef de l'État l'avait dit, et Mme Royal l'a dit aussi. Qu'est-ce que vous ferez avec vos militants et vos réseaux quand cette hypothèse se vérifiera, c'est-à-dire l'évacuation de la ZAD et de la zone? Eh bien, comme nous sommes un parti qui respecte la loi et les institutions, nous approuverons que la loi soit appliquée, quel que soit le gouvernement. Ce n'est pas un problème de droite ou de gauche. Voilà. Il peut y avoir des consensus qui ne sont pas des consensus politiques, mais qui sont tout simplement le fait que tout le monde, tout Français, doit se reconnaître dans la loi, qu'il soit de droite ou de gauche. Et à ce propos, d'ailleurs, à propos de consensus, il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours amusé, c'est quand on me dit « Mais c'est curieux que vous soyez contre ce projet, car il y a un consensus de droite et de gauche. » Moi, je rappelle qu'il y a eu un consensus de droite et de gauche dans les années 70-80 pour créer, soi-disant, quelque chose d'extraordinaire qui serait spécifiquement français, dans lequel on a englouti des milliards et qui s'appelle le Minitel. Et tout le monde était d'accord. Les syndicats de gauche de France Télécom, je ne sais plus à l'époque quel était le nom de l'entreprise, les gouvernements successifs, tout le monde a été adepte du Minitel. On a investi beaucoup d'argent dans le Minitel, alors que c'était une impasse technique. Et donc moi, les consensus, si vous voulez, pour moi, ne prouvent rien. Il peut très bien y avoir des consensus sur des bases fausses. Dans votre dossier, vous proposez... quelle solution vous proposez s'il n'y a pas Notre-Dame-des-Landes? Visiblement, vous privilégiez le ferroviaire. Et est-ce que d'ores et déjà, vous avez une idée forte sur comment améliorer les transports dans la région? Disons que par rapport à l'aéroport, puisque c'était quand même un peu le thème central d'aujourd'hui, je pense que cet aéroport, pour l'instant, c'est vrai, est mal desservi. Or, chacun sait que dans les grandes conurbations mondiales, c'est le ferroviaire urbain et qui est le moyen de transport le plus pratique, le plus écologique et le plus sûr. Donc, il existe des possibilités. On a fait le tram-train entre Châteaubriand et Nantes. On aurait très bien pu le prolonger à partir de la gare de Nantes vers l'aéroport. Et on aurait même pu, le tram-train Châteaubriand, le pousser jusqu'à Rennes. Et nous, c'est notre solution. C'est un axe qui permettrait de mettre même les deux aéroports régionaux en liaison, puisqu'à partir de Rennes, l'aéroport de Rennes n'est pas très loin de la ville, et donc il suffirait de très peu de choses, quelques stations de métro, et ainsi on aurait deux installations aéroportuaires dans l'Ouest, déjà existantes, qui seraient mises en relation, ce qui permettrait parfois des délestages, lorsque, pour des raisons techniques ou de climat, ou je ne sais quoi, ce qui arrive parfois, on doit faire détourner un vol vers un autre aéroport.
D'autre part, il y a le TGV qui permettrait de passer de l'un à l'autre. Et n'oublions pas que il y a aussi un projet de doublement de la voie TGV à partir du Mans vers l'ouest, et que donc à ce moment-là on pourrait desservir également l'aéroport d'Angers qui deviendrait une sorte d'aéroport de délestage de la région parisienne, comme l'est Beauvais. Donc en réalité, il n'y a aucun problème d'installation aéroportuaire dans notre région. Il y a simplement une mauvaise mise en relation de ces installations par rapport aux populations utilisatrices. Et donc ça n'est pas la même chose de construire une nouvelle installation sans résoudre ces problèmes, ou de résoudre les problèmes de ce qui est existant. Et comme nous estimons qu'il faut réduire la dépense publique, ça fait partie de notre programme, 1% de réduction du budget de la région par an durant 6 ans, il est bien évident qu'à partir de ce moment-là, il faut être dans le raisonnable et le raisonné, et donc qu'il faut améliorer l'existant, et non pas se lancer dans l'aventure budgétaire et financière. Ne craignez-vous pas que votre opposition contre l'aéroport, là, qui est publique, soit pas très bien comprise par une partie de votre électorat, alors que cette opposition est plutôt marquée, comme vous l'avez dit vous-même, par l'extrême gauche, les écologistes, voire les zadistes? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il risque d'y avoir un petit brouillage du message? Alors, si je peux permettre au niveau national, et après, mais c'est en fait pas un problème, puisqu'on se veut le parti du bon sens, on analyse froidement les dossiers sur les qualités économiques, écologiques, et on prend une décision, on l'explique aux gens. Je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Que qu'un autre parti ait les mêmes conclusions, c'est basé sur les mêmes bases d'ailleurs, ne nous pose pas de problème. Je pense que M. de Rugy ou comment s'appelle-t-il, Nicolas Hulot, ce sont des gens qui n'ont aucun rapport politique avec nous et qui parviennent aux mêmes analyses concernant cette installation, ce projet. Et nous, ça ne nous dérange nullement. Je ne pense pas d'ailleurs que eux, ça les dérange que le Front National ait la même opinion. Ils se la sont faite de leur côté et nous la faisons d'une autre. Je crois que la démocratie, précisément, c'est le débat. Si la démocratie, ça consiste toujours à obéir à des réflexes, eh bien, il n'y a plus de démocratie. Un parti comme le nôtre, justement, sa fierté, c'est d'être capable d'être à contre-courant, parfois des courants dominants sur le plan intellectuel. On s'aperçoit d'ailleurs qu'à la longue, nous créons des consensus qui débordent largement les frontières politiques du Front National sur un certain nombre de sujets. Alors là, c'est un sujet évidemment régional, c'est pas un sujet national, mais d'une certaine façon, pour moi, c'est quand même la signification de quelque chose de national dans la démocratie française. C'est le poids de certaines entreprises qui sont en quelque sorte attachées à l'État et qui finissent par peser sur les décisions de l'État. Je pense aux sociétés de fourniture d'eau, à certaines sociétés privées d'électricité ou du gaz, et qui finissent par avoir dans l'État à devenir des sortes de féodalités qui, d'une certaine façon, colonisent l'État et mettent la technostructure de l'État à leur service. Je pense que là, nous sommes dans un cas typique dans lequel le droit recule et la démocratie également. Donc, il me revient de conclure. Écoutez, moi, je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit. Je veux simplement dire que cette opposition s'inscrit dans l'idée d'une autre manière de gouverner. Nous ne nous présentons pas comme un parti de l'alternance. Nous ne sommes pas dans l'alternance gauche-droite qui a considérablement nui à notre pays. Nous savons que le cadre électoral de ces élections régionales va se passer, enfin le cadre de ces élections régionales est biaisé par la loi électorale qui accorde une prime de 25% à la liste en tête. Alors certains disent, mais c'est très bien parce que la proportionnelle c'est générateur d'instabilité. Nous constatons, nous, qu'en Allemagne, il est possible de créer des consensus de gouvernement sur des bases qui certes ne sont pas les nôtres, mais qui permettent de faire fonctionner la démocratie avec de la proportionnelle. Il en est de même en Italie. Je ne sache pas qu'en Italie, actuellement, les gouvernements chutent les uns après les autres. Il en est de même dans d'autres pays d'Europe. La vérité, c'est qu'en France, les deux grands partis qui monopolisent le pouvoir depuis 1958, les deux grandes tendances, ont fait croire aux Français que finalement la proportionnelle, c'était l'échec de la démocratie.
est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas temps de créer une véritable proportionnelle? Moi, je regrette, mais la liste qui risque, quelle qu'elle soit, que ce soit nous d'ailleurs, M. Retailleau, M. Clergeau, la liste qui parviendra en tête, avec ce système, va s'acquérir une majorité de manière artificielle. Voilà. Et donc, on ne gouverne pas une région, on ne gouverne pas un pays quand on est minoritaire démocratiquement. Et donc, la loi organise la mise en minorité des gouvernements qui, de ce fait-là, sont empêchés de faire des réformes. Donc, vous voyez que nous partons évidemment de Notre-Dame-des-Landes, mais je crois que nous arrivons à un problème que Notre-Dame-des-Landes fait éclater au grand jour, à savoir que la volonté populaire, l'expression démocratique en France, d'une certaine façon, sont ignorées, sont minorées ou sont empêchées. Et c'est dans ce sens que je conclurai, c'est-à-dire que nous ne souhaitons pas une alternance, nous souhaitons une alternative. Et nous proposons une autre gouvernance. Cette gouvernance ne consiste pas à s'inscrire dans les pas de ceux qui nous précèdent, mais à faire autre chose, à être dans une véritable rupture, non pas une rupture spectaculaire, du style de celle que M. Sarkozy avait annoncée et qui s'est terminée par l'arrivée de 3 ministres de gauche dans son gouvernement. Non, quelque chose de simple, de clair, quelque chose qui passe par un contrat moral et politique avec la population. Moi, par exemple, une des mesures que je souhaite proposer, c'est un tableau de bord informatisé, c'est-à-dire un site internet, qui permette aux citoyens de la région de suivre l'évolution du budget, poste par poste. Évidemment, on ne va pas rentrer le coup de la gomme, mais qui permettent aux citoyens de voir par rapport à l'année précédente, ou par rapport au début de la mandature, ou par rapport même aux mandatures précédentes, quelles sont l'évolution des grands postes budgétaires, mois par mois, ou trimestre par trimestre. Et je pense qu'ainsi, ça oblige les hommes politiques, ça obligerait les gestionnaires publics à faire attention à ce qu'ils font. Ils se sentiraient observés, parce que je pense que la transparence, c'est une des conditions de la démocratie. Or, l'affaire de Notre-Dame-des-Landes témoigne précisément du fait que l'opacité crée un malaise, d'une certaine façon permet d'ailleurs aux zadistes de sembler être des Robins des Bois, alors qu'en réalité ce sont des terroristes d'extrême gauche qui, lorsqu'ils rentrent en ville, saccagent tout. Et d'ailleurs blessent parfois violemment les forces de l'ordre. Donc nous pensons qu'il y a une façon plus apaisée de faire les choses. C'est la transparence, c'est la clarté. Et quand on accuse le Front National de ne pas avoir de vision politique, eh bien, je pense qu'à travers cette campagne, nous allons pouvoir montrer que nous avons une vision autre de la politique.